Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Alors, une des questions essentielles du vivre ensemble, une qui est centrale à toute pensée politique, est celle des passions humaines, de leur compatibilité ou non, et de la façon de les gérer afin qu'une société puisse fonctionner aussi correctement que possible. Une de ces passions est, je vous le nomme, la violence. Quel statut lui donner ? Comment la canaliser? Comment la civiliser? Cette question est revenue brutalement sur le tapis un certain soir d'élection québécoise. Geste pathologique ou geste politique, s'est-on interrogé? Un essai d'ailleurs est paru en France, il vient d'arriver sur nos tablettes au Québec et il permet de comprendre justement le rapport entre violence, assassinat, politique et histoire. Intitulé justement « Assassiné » au pluriel, il est signé Jean-Christophe Buisson. Mathieu Bocoté l'a lu et nous en parle. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, je parlais d'une certaine élection québécoise, on devine. Oui, c'est évidemment du 4 septembre 2012, lorsque, au Métropolis, le soir de la victoire du Parti québécois, on sait que quelque chose se passe. Certains disent que c'est des pétards. Bon, finalement, on comprend qu'une tentative d'assassinat contre Pauline Marois par Richard Henry Bain, qui est un citoyen québécois, un anglophone, qui lorsqu'on le sera devant les caméras, lorsqu'on l'attrapera, donnera une signification politique immédiate à son geste en disant « Les Anglais se réveillent, les Anglais se réveillent ». Alors la réaction première de tant de gens, et j'en étais dans les jours qui ont suivi l'élection, c'était de dépolitiser radicalement cet événement. Autrement dit, c'était un fou un geste isolé. C'est un fou, un geste isolé, incompréhensible autrement qu'à travers les codes de la folie. Donc ce geste ne nous disait rien sur notre société et tout sur la folie de cet homme. 6 mois plus tard, me semble-t-il, en revenant sur l'événement, réfléchissant au contexte social qui était celui de cette élection, réfléchissant à la part de la violence dans nos sociétés, réfléchissant à la place de l'assassinat politique dans nos sociétés, c'est étrange à dire, mais il y a une histoire politique des assassinats ou une histoire des assassinats politiques. Maintenant, réfléchissant à tout ça à la lumière du livre de Jean-Christophe Buisson, on peut se demander si c'est tout simplement pas une tentative d'assassinat politique, un attentat au sens pur et simple. On y arrive à ça, Mathieu Bocoté, à ce bouquin, mais c'est vous tout seul qui 6 mois après vous êtes posé la question, est-ce qu'il s'agissait d'un assassinat politique ou c'est beaucoup de monde qui finalement a dit, non, c'est la partie émergée d'un fantasme plus collectif. Je crois qu'on ne parle ici qu'avec des points d'interrogation, parce que le procès de Bain est encore en cours, les examens psychiatriques ne sont pas tous concordants. Mais puis d'ailleurs, on n'en a pas d'accès à chacune d'entre elles. Oui. Mais je crois que plusieurs se chuchotent, parce qu'on se chuchotait cette impression de plus en plus présente, c'est-à-dire qu'il y avait une dimension explicitement politique et sociale à cette tentative de meurtre, à cet attentat. Mais je comprends pourquoi d'abord et avant tout, à tout le moins, je comprends pourquoi j'en suis venu à dépolitiser l'attentat d'abord et avant tout. Parce qu'une société démocratique n'est pas capable, heureusement d'ailleurs d'une certaine manière, de penser la violence comme instrument politique, comme objet politique. Heureusement et malheureusement, parce que la violence alors peut proliférer dans son mystère. On ne la comprend pas. Ouais. Mais la violence, par exemple, lorsqu'on voit les violences, les manifestations brutales quelquefois où on attaque la police et ainsi de suite. Bon, on n'est pas dans la logique de l'assassinat ici, mais on est dans une violence politique, c'est-à-dire une contestation du système dans ses symboles. Or, on ne veut voir souvent dans cette violence politique que la manifestation de voyous. Oui. Lorsqu'on a des attentats comme ceux du 11 septembre ou d'autres attentats terroristes, certains vont se dire ce sont des fous. Donc ce sont des fanatiques, ce sont des gens qui ne vivent pas dans la même réalité que nous. Et ça permet de dire eux sont le mal et moi je suis le bien en un sens, non? Ça permet de se dérober à toute réflexion sur la part de la violence dans la composition de la cité. Je crois que le génie de la civilisation démocratique, le génie de la civilisation libérale, c'est de chercher à déconstruire les mécanismes culturels et anthropologiques qui légitiment la violence comme instrument politique. Mais les déconstruire, les refouler, les contenir ne me permet pas de les éradiquer, hélas. Et cette violence est toujours appelée d'une manière ou de l'autre dans une société à ressurgir. Et je crois que la forme la plus radicale, évidemment, de cette violence politique, c'est l'assassinat du chef d'État. On pourrait en nommer une autre, le terrorisme de masse, mais il répond, je crois, à une autre logique. Alors, venons-en à l'assassinat politique. Vous avez lu ce livre de Jean-Christophe Buisson qui s'appelle « Assassiné ».
assassiné, donc ES à la fin, qui est paru chez Perrin en France au début du siècle, je veux dire, au début de l'année, qui arrive au Québec maintenant. Et vous replacez donc dans ce contexte, vous éclairez en fait la tentative d'assassinat de Pauline Marois à la lumière de ce bouquin. Oui, parce que ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre, c'est qu'on nous apprend une chose, à tout le monde, je sais pas si on nous l'apprend, mais à tout le moins on nous en informe, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul modèle d'assassinat politique possible. Ah bon? C'est-à-dire l'assassinat politique tel qu'on se l'imagine spontanément, c'est le complot d'un tireur ou d'une organisation. Le cas est réglé, c'est une volonté. Bon, il y a une espèce de modèle unique à partir duquel on pense l'assassinat. Ça peut être à peu près Lee Harvey Oswald ou le fou. Bon. Et là, ce qu'on voit dans ce livre, c'est que l'assassinat politique, où il y a un point commun, par ailleurs, à tous les assassinats politiques, je commence par là, le point commun à tous les assassinats politiques, c'est une croyance immodérée en la volonté humaine. Il suffit qu'un homme meurt, il suffit que la tête de l'État meure pour que d'un coup une nouvelle histoire s'ouvre. Il suffit de faire tomber le tyran, parce que souvent on assassine politiquement en s'imaginant qu'on assassine un tyran. Est-ce qu'on parle de pensée magique dans ce cas-là? Je vais tuer le calife et donc tout va changer. Il y a quelque chose de démiurgique, c'est-à-dire je créerai du nouveau. Il suffit de tuer un homme. Démiurgique, faut leur dire démiurge le créateur. Oui, on est soi-même, on gagne un droit de vie et de mort sur quelqu'un et on est créateur d'un nouvel ordre parce qu'on liquide par la violence un autre. Donc c'est très aphrodisiaque, je vous dirais, non? Il y a une érotisation de la violence manifestement. Extraordinaire, hein? Mais donc il y a ce point commun, cette croyance fascinante en la volonté humaine, une volonté qui pense créer justement par la violence pure, c'est une violence créatrice. Oui. De l'autre côté, il y a une diversité de modèles d'assassinat et c'est assez intéressant. C'est-à-dire, on va nous parler, par exemple, Buisson examine 15 cas, je crois, d'assassinat politique. 15, oui. Donc, par exemple, on peut penser l'assassinat de César. Donc, l'assassinat de César, ce sont les élites patriciennes, les élites romaines, qui, pour empêcher la disparition de la République, pour empêcher l'avènement finalement d'un pouvoir qui abolirait la vieille République romaine, décident de se liguer. Ce sont les vieilles élites qui cherchent à contenir l'arrivée d'un tyran. Donc, on l'assassine pour ça. D'ailleurs, ça ne fonctionnera pas, on le sait. Le résultat ne sera pas à la hauteur des espérances. Non, il y en a César Auguste. Il ne parle pas de tous les assassinats. JFK n'est pas là. Non, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il nous dit ce que je voulais, c'était recenser des modèles différents. Donc là, on va avoir, par exemple, l'assassinat d'Henri III. En fait, il y a 4 modèles. En lisant... J'en recense 4 tout en notant qu'il pourrait y en avoir d'autres. Il pourrait y en avoir d'autres, hein. Il y a, par exemple, l'assassinat par le fou. Et ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire il y a des gens qui sont soit des fous, soit des illuminés, qui captent des pulsions sociales ici et là, et qui portent en eux un désir de meurtre d'une manière ou de l'autre, et qui donnent une signification politique au meurtre. Vous citez Henri III, justement, assassiné par un moine dominicain, Jacques Clément. C'est dans cette catégorie-là? Oui, et on pourrait ajouter aussi dans cette catégorie, je perds le nom de l'assassin, mais de l'impératrice Sissi. Oui. C'était un anarchiste. En fait, c'était d'abord un déclassé social, un vagabond, un aventurier, un raté qui errait dans les marges de la société et qui trouvera dans l'anarchisme une manière de rationaliser à la fois son échec et son désir de toute puissance et qui se dira je veux tuer un puissant parce que je veux être très connu. Mais l'histoire de Bain, pour revenir à Pauline Marois, ça rentre pas dans cette catégorie-là. Oui, moi je crois qu'il y a quelque chose on peut rattacher, du moins c'est peut-être l'hypothèse optimiste, c'est-à-dire on peut rattacher néanmoins cette tentative d'assassinat politique, celui de Bain, dans cette catégorie, c'est-à-dire un homme qui a un malaise, un désordre psychologique, oui, mais qui trouve le moyen de canaliser ça autour d'une dimension politique. Il a décidé de tuer, mais il a tué Pauline Marois. Il a voulu tuer Pauline Marois. Il a pas voulu tuer le vendeur du dépanneur ou qui que ce soit. Donc source pathologique, mais but ou objet politique. Voilà. Et là, on peut imaginer d'autres cas qui sont recensés. Et évidemment, il y a la figure du fanatique, c'est-à-dire la minorité fanatique qui décide de s'emparer du pouvoir, qui croit pouvoir s'emparer du pouvoir, préparer un coup d'État. Donc, que ce soit une minorité fanatique ou que ce soit quelquefois des gens qui se disent on va frapper la tête de l'État et ça va faire tomber, ça va créer une situation neuve. On pense à la Russie. On pense aussi à l'archiduc François Ferdinand, dont l'assassinat par de jeunes Serbes qui faisaient un mélange de... À Sarajevo. Ouais, à Sarajevo, un mélange de nationalisme, d'anarchisme et de socialisme, tout ça mélangé en 1914, ça a jeté le monde dans la Première Guerre mondiale. Et il y a un autre cas que je veux noter parce que je le trouve intéressant, c'est le cas de Ceausescu, c'est-à-dire tyran communiste s'il en est un. La révolution s'empare de la Roumanie, elle est d'ailleurs un peu téléguidée par Moscou, mais quoi qu'il en soit, on assiste à la dissolution en direct de l'ordre politique. Plus rien ne tient. Or, quand l'ordre politique se dissout, à quoi assiste-t-on? Eh bien, à sa fragmentation. Le peuple, finalement, n'apparaît plus que sous la figure de la multitude. Et chaque petit groupe s'institue représentant absolu et légitime du peuple. Peuple et multitude, c'est organisé, multitude, c'est désorganisé. Voilà. C'est-à-dire le peuple est organisé
organisé par des institutions qui permettent de donner une cohérence. La multitude, c'est la décomposition du peuple en factions. Et dans ce cas-là, il y a différents groupes qui disent d'un coup, je suis le tribunal révolutionnaire. Non, c'est moi le tribunal révolutionnaire. Et Ceausescu va se faire abattre là-dedans. Donc, quand l'ordre politique disparaît, eh bien, ce qu'on voit, c'est la portée de l'anarchie, c'est la multiplication des petites tyrannies. Donc, on part du 25 décembre 1989, juste après la chute du mur. Du reste, si je simplifie, Mathieu Bock-Côté, quand la clé de voûte, quand l'ordre social se délite, se détruit peu à peu, la clé de voûte qui est le pouvoir est la dernière pièce à tomber, mais c'est la pièce maîtresse qui tombe et tout sombre dans le chaos. Voilà, c'est-à-dire si le pouvoir tombe, évidemment, c'est le génie des sociétés démocratiques que le pouvoir est si bien organisé qu'il survit à un attentat. Aux États-Unis, on peut le voir. Le pouvoir a survécu à de nombreux assassinats ou tentatives d'assassinat. Mais dans d'autres sociétés où le pouvoir final, où la société est moins organisée, moins complexe, où tout tient par le pouvoir uniquement. Lorsque le pouvoir tombe, c'est à ce moment-là que la figure de l'anarchie peut apparaître. En fait, c'est une simple loi de physique. Oui, il y a quelque chose que l'image est très très bonne. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'à partir de là, quelle est la place de la violence politique dans les sociétés libérales? Justement, parce que les sociétés libérales, la démocratie libérale dont vous parlez de façon très éloquente, Mathieu Bock-Côté, je veux dire, a évacué ou du moins a très civilisé cette question de la violence au point d'en oublier le vocabulaire. Effectivement. Et lorsque la violence surgit, donc on ne sait pas qu'en faire. Et c'est à ce moment-là qu'on peut réfléchir, par exemple, aux années 70, qui sont vraiment intéressantes, où on voit apparaître une forme de violence nihiliste. 70 en Europe? En Europe, avec la radicalisation du gauchisme, qui va donner les Brigades Rouges, la bande à Bader, qui va donner au début des années 80 Action Directe en France, et ainsi de suite. La bande à Bader, c'est en Allemagne, les Brigades Rouges, c'est en Italie. Et Action Directe, c'est en France. Et ils avaient tué Aldo Moro, non? Ils ont tué Aldo Moro, la bande à Bader, qui kidnappait un banquier, et ainsi de suite. C'est une bande meurtrière. Mais dans tous ces cas, on ne vise plus la tête de l'État directement. Parce que, d'ailleurs, on ne croit plus au pouvoir en tant que tel. Ce qu'on veut, c'est semer un effet de terreur. Ce qu'on veut, c'est faut dire, chez les Brigades Rouges, on sait, il y a Aldo Moro, ça c'est une figure politique au sommet de l'État, bien sûr, mais je pense surtout à la bande à Bader. Je pense aux différentes tentations terroristes qui ont pu être visibles dans l'Europe dans ces années-là. Le terrorisme, d'un coup, change de visage. On veut frapper au hasard. On veut faire peur. C'est un terrorisme nihiliste qui ne vise pas à renverser le pouvoir directement d'un coup, mais qui vise à créer un état de peur à l'intérieur de la société bourgeoise. Vous dites d'ailleurs très justement dans un texte dans votre blog du Journal de Montréal que la société de masse engendre le terrorisme diffus. Puisque la société de masse, c'est l'indistinction des individus, où est-ce qu'on va frapper? On va frapper de façon indistincte également. C'est pour ça que j'en parlais tantôt. Je parle des deux visages finalement de la violence politique. La violence politique classique qui reconnaît un ordre politique dit on frappe la tête et on remplace la tête. Oui. Dans une société où le pouvoir est diffus, dans une société où le pouvoir s'éparpille, dans une société qui semble massifiée et massifiante, eh bien le terrorisme s'adapte à cette logique et va véritablement frapper au hasard. Est-ce qu'on peut mettre le terrorisme islamiste dans cette catégorie-là ou pas? Je crois qu'il y a dans le terrorisme islamiste ce double visage. C'est-à-dire, on vise clairement des symboles du pouvoir. Les attentats du 11 septembre, on n'a pas visé une petite maison dans la vallée. mais on a attaqué le Pentagone. Il y avait aussi un avion qui se dirigeait vers la Maison Blanche. Mais au même moment, donc ça c'est lorsqu'on décide de frapper au cœur du système sans croire pourtant qu'on va le renverser. C'est-à-dire on veut le provoquer, on veut le déstabiliser, mais on sait qu'on ne le renversera pas. Mais inversement, à l'européenne, lorsqu'on met des bombes dans le métro et ainsi de suite, à Londres, Madrid et ainsi de suite, alors là, dans ce cas-là, c'est un terrorisme qui s'inscrit vraiment dans la logique de la postmodernité. C'est-à-dire à société de masse décomposée, ça, on frappe au cœur de la cité au hasard, une part d'aléatoire. L'ordre politique n'étant plus structuré de manière verticale explicitement, on frappe au hasard dans la société, créant la terreur et ainsi de suite. Et on constate que ça fonctionne, cette terreur. Parenthèse, Mathieu Bock-Côté, on parle du livre Assassiné et S de Jean-Christophe Buisson. Ça, c'est votre réflexion à vous. Vous ne racontez pas ce que le livre raconte, là. Le livre, je le dis, raconte merveilleusement, soit dit en passant. Quel livre bien écrit. Quel livre intelligent. Oui, qui est l'auteur, d'ailleurs? Jean-Christophe Buisson, rédacteur en chef de la section culture du Figaro Magazine, et qui est par ailleurs l'auteur de quelques biographies sur des personnages politiques des Balkans, qui est donc c'est un type fort intéressant qu'on peut lire évidemment dans le Figaro Magazine aussi, et qui s'est intéressé à ce thème parce qu'une personne qu'il a connue, un démocrate serbe, s'est fait assassiner, et ça l'a amené à réfléchir justement sur l'assassinat politique. Et ma réflexion sur ça, donc quand je parle du terrorisme de masse, ainsi de suite, ce n'est pas dans le livre, mais c'est une réflexion à partir du livre. Alors revenons-en à votre propre input, si j'ose dire, votre propre production, Mathieu Bock-Côté. Vous parlez de la démocratie libérale et bon.
A-t-on perdu le vocabulaire, le sens de la violence politique de nos jours? Parce que la réaction à la tentative d'assassinat de Pauline Marois était justement, les gens se disaient, c'est un fou. Ouais, autrement, on avait perdu le sens. La démocratie libérale est incapable de penser la violence comme elle est incapable de penser le mal. Vous noterez quand il y a des assassinats, toujours, avant de faire intervenir le juge, on va faire intervenir le psychiatre. C'est juste. Et donc, le mal, comme la violence, comme la perversion, souvent, comme le fanatisme. Le fanatisme, à la rigueur, on le comprend, mais comme une espèce de décomposition de la croyance qui absolutise une idée, ce qui fait qu'on se laisse enfermer dans une thèse et on décide de provoquer la société pour l'abolir. La démocratie libérale, ayant déconstruit la violence politique à bien des égards, n'est plus capable de la penser, de la reconnaître lorsqu'elle se manifeste. Est-ce que ça veut dire que cette violence n'existe plus? Parce qu'on espère toujours que la violence, c'est un reliquat du passé, ça survit dans certaines marges, dans les asiles, etc. Ou est-ce qu'on n'arrive pas à la voir? Ou elle n'existe plus? Je crois que c'est à ce moment-là que je disais que j'écrivais avec des points d'interrogation. Parce que manifestement, elle existe encore, mais dans les marges. Ça, c'est certain. Donc, dans les marges, il y a une intention consciente de violence. On l'a vu au printemps québécois, lorsque des groupes anarchistes radicaux, ceux qu'on désigne normalement par l'image des Black Blocs, cherchent à détourner une manifestation, brisent des vitrines, attaquent la police. Pourquoi? Parce qu'ils veulent attaquer les symboles de l'autorité. Donc ça, c'est la violence politique. Et trop souvent, l'intelligence officielle dans nos sociétés n'y voit que des voyous. On ne veut New York que des voyous. Parce que c'est moins inquiétant des voyous que des gens qui veulent renverser la société. Et puis en plus, on fait deux catégories. Il y a les voyous et les gens normaux. Oui, voilà, effectivement. Donc, il y a une espèce de difficulté à penser cette violence politique. De l'autre côté, est-ce qu'en général, dans nos sociétés, il y a de la violence politique, disons, qui structure encore nos sociétés? Je crois beaucoup moins qu'auparavant. Il y a évidemment, on traite souvent à la manière de voyous, d'actes d'incivilité, des actions qui peuvent avoir une portée politique. Par exemple, le travail au noir. Ça, c'est bon, évidemment, on se quitte la logique, mais le travail au noir, du point de vue du contrôleur fiscal, c'est une intention de fraude. Du point de vue de ceux qui s'y livrent quelquefois massivement, surtout quand on le voit massivement, c'est une forme de résistance implicite et condamnable, mais à un État qui pressurise la société avec sa fiscalité de manière exagérée. Donc, on ne comprend pas toujours la signification politique de gestes individuels dans nos sociétés, Mathieu. Alors encore moins quand c'est la violence. Est-ce que la rectitude politique est une violence douce et pernicieuse? Toujours. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire, c'est le système du pouvoir dans nos sociétés, le système médiatique officiel, le pouvoir dominant, ça, on le constate, a reformulé, je dirais, a recomposé le mécanisme de l'ostracisme. Ça, c'est certain. Tout à fait. C'est-à-dire, l'ostracisme dans la cité grecque, c'est qu'on s'est chassé de la cité, c'est une déchéance complète des droits civiques qui fait qu'on n'avait plus le droit d'être dans la cité, ce qui était pire que la mort pour plusieurs. La mort civique, c'était la mort, finalement, d'autant qu'il y avait une intrication du religieux et du politique, donc il n'y avait pas une séparation nette de la conscience religieuse et de la conscience civique. Donc l'ostracisme avait une efficacité redoutable. Dans nos sociétés où n'existe que celui qui existe par les médias, souvent, alors on assiste devant ceux qui contestent trop ouvertement certains dogmes politiques, certains dogmes idéologiques qui structurent l'espace public, des mécanismes d'ostracisme se recomposent. Alors là, on va avoir tout un vocabulaire pour disqualifier ces gens. On les présentera comme des extrémistes, comme des gens psychiatrisés, comme des gens qui ont peur. On a tout un vocabulaire, finalement, pour psychiatriser la dissidence. Alors, je repose ma question. Doit-on parler pour autant de violence? Le mot violence, j'ai tendance à le réserver à une action qui implique qui explose, une dimension physique. Il y a une dimension, mais il y a des mécanismes répressifs qui ne se disent pas comme tels dans nos sociétés au niveau de la régulation du discours public? Très certainement. Justement, et vous devancez ma question, mais je vous la pose quand même, et on n'a plus qu'une minute malheureusement. Est-ce que la violence a disparu ou elle a fait seulement que changer de visage et de signification? On pourrait dire paradoxalement que la violence s'adoucit lorsqu'elle n'est plus physique. C'est-à-dire, en dernière instance, il y a une vérité des corps. Lorsque je vous frappe, je peux vous insulter, mais si je vous frappe physiquement ou avec un bâton, c'est pas la même chose. Un bon précepte chrétien. Oui. Si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, ignore ce que ta main droite fait. Oui, ou encore une autre formulation, je pense, c'est Andreotti qui disait, le Seigneur nous a dit si on nous frappe la joue gauche, tendre la joue droite, mais le Seigneur, dans sa grande sagesse, ne nous a donné que 2 joues. Alors, vous parlez de Giulio Andreotti, le fondateur de Fiat, je pense?
une grande figure en fait de la politique italienne du XXe siècle. Alors, mais un point là-dessus. Donc, je pense qu'il nous faut penser dans nos sociétés les mécanismes répressifs, les mécanismes du pouvoir. Il nous faut penser à nouveau la violence politique et ainsi de suite. Certainement pas pour l'esthétiser, encore moins pour s'y complaire ou pour l'admirer, mais pour la reconnaître lorsqu'elle apparaît. Et le livre de Jean-Christophe Buisson nous permet de penser cette violence politique. C'est un bon livre que je recommande. Intitulé Assassiné, donc ES au pluriel, donc signé Jean-Christophe Buisson, paru chez Perrin, qui est au Québec depuis peu de temps. Mathieu Bocoté, merci infiniment.